Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Il est 18 heures. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré aux mobilités électriques dans leur diversité. C'est un sujet extrêmement mouvant. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir dans des registres très différents des personnalités de cet univers. Nous avons tout d'abord, et par ordre d'apparition à l'écran, quasiment, la parole, la prise de parole, Lionel Robert, qui est un journaliste extrêmement connu du secteur de l'automobile, hein, que ça soit thermique ou électrique. Bon, Lionel Robert dirige la rubrique automobile chez Paris Match depuis 25 ans et fondateur de nombreuses revues. Et puis, il nous l'évoquera tout à l'heure. Je lui demanderai de repréciser son activité, mais produit du contenu sur l'automobile pour ceux qui sont intéressés par ce contenu. Nous avons également la présence de Christophe Grattarola, grâce au CERS, que je remercie, hein, cette association très dynamique. euh, Christophe Grattarola qui dirige l'activité Smart Territoire, Smart Service, désolé Christophe si j'en oublie, chez Bouygues Énergie et Services, très, très grande entreprise que tout le monde connaît, qui avait notamment gagné le gros appel d'offres sur Dijon, hein, et je crois que Bouygues était d'ailleurs aux commandes de la coordination de ce vaste projet. Nous avons ensuite, et c'est vraiment très intéressant, Pascal Hureau, qui est maire adjoint de la ville de Montrouge, juste à côté de Paris, pour ceux qui ne le sauraient pas. Monsieur Hureau a plusieurs vies professionnelles, plusieurs compétences, l'urbanisme, les mobilités électriques, mais également il travaille aujourd'hui sur le numérique. Et Monsieur Hureau est également, à titre privé, j'allais dire, expert sur les questions de mobilité et sur les territoires. Monsieur Carlotti de Vichy Communauté, Carletti, pardon, Sandro Carletti de Vichy Communauté, que nous connaissons bien, que nous saluons, notamment merci à Monsieur Panin d'avoir permis à Monsieur Carletti de nous rejoindre. Vichy Communauté, agglomération très dynamique, très innovante, toujours à la pointe de la recherche, de l'application de nouveaux dispositifs, qui nous parlera notamment des bus à hydrogène, mais on évoquait en préparant tout à l'heure, hein, les vélos à hydrogène, très intéressant. Je crois que Lionel était très intéressé et pourra faire un article là-dessus. Voilà. Je remercie mes collègues, notamment Dorothée Debos, qui est présente, qui est non visible, qui est mon associée, directrice générale de Diagonal Conseil, qui organise, et c'est une première pour nous. Et puis, j'allais y venir, notre ami Essan Emami, voilà, brillant monsieur que je connais depuis 25 ans, qui a fondé une entreprise très dynamique qui s'appelle Covoltis. Essan, voilà, je ne vois pas ta vignette, mais Je suis là, il faut que il est là. faut que j'apparaisse, voilà. Et Voilà. donc, Covoltis, c'est notre partenaire. C'est à la fois la recherche d'innovation. Bon, Covoltis, tu nous en parleras, mais est rejoint par, enfin, de nombreuses collectivités s'intéressent à vous aujourd'hui. Vous avez été primé à quelques reprises, notamment, je crois, dans le cas d'activité avec Lionel Robert. Donc, tu nous présenteras Covoltis un peu plus en détail et tu feras la clôture de ce premier tour de table. Vous, spectateurs, vous pouvez poser des questions dans le chat, hein, et puis je me ferai, en tant qu'animateur, le plaisir de les reprendre et de les distribuer auprès de nos animateurs. Et puis, au final, Lionel Robert, en tant que grand témoin journaliste, nous fera un petit mot de la fin, un petit mot de conclusion. Voilà. Alors, Lionel, justement, bon, parlez-nous un tout petit peu de vous, quand même, Bonjour. 2 minutes pour tout le monde, hein, c'est la règle. Chacun de vos activités diverses, vous avez 5-7 minutes. Vous, aujourd'hui, la mobilité électrique, pour quelqu'un qui est passionné par les voitures, sous toutes leurs formes, classiques, sportives, citadines, de course, etc., qu'est-ce que ça veut dire, le véhicule électrique, et comment vous voyez les perspectives? Alors, je vous laisse la parole. Écoutez, vous voulez d'abord que je donne quelques mots sur ma carrière, c'est ça, peut-être en Allez-y, préambule? allez-y, Rapidement, allez-y. donc écoutez, moi voilà, je suis journaliste automobile effectivement depuis donc de longtemps, hein, depuis 1990 très précisément. J'ai commencé ma carrière au mensuel Automoto et que j'ai quitté d'ailleurs en 2018 après avoir fait d'autres choses entre-temps. J'ai aussi beaucoup travaillé pour l'émission Turbo sur M6. J'ai créé un magazine à une époque qui s'appelait Driven dans le cadre du groupe Lagardère. Et puis là, alors, je suis aussi responsable, effectivement, vous l'avez dit, de la rubrique automobile de Paris Match depuis donc un peu plus de 20 ans, 23 ans maintenant précisément. Et à côté de ça, eh bien, j'ai créé ma propre structure, effectivement, pour laquelle je crée du contenu, comme vous le disiez, du contenu éditorial, ce qu'on appelle, hein, pour différentes marques et prestataires. Et j'ai créé un événement qui s'appelle les Automobile Awards, il y a maintenant 4 ans, qui en sera sa 4e édition cette année. Voilà, et qui est un événement qui récompense les constructeurs et les équipementiers les plus innovants de l'année. Voilà, et la soirée de gala se tiendra le 9 décembre précisément cette année. Voilà pour la petite présentation. Sinon, la mobilité, oui, bien sûr,
la mobilité électrique, ça me passionne parce que c'est vrai que quand on évolue dans le secteur depuis un quart de siècle, hein, c'est mon cas aujourd'hui, il est incroyable de voir à quel point les choses ont pu évoluer finalement en si peu de temps. Et ce qui nous paraissait une espèce de chimère il y a encore 10 ans est devenu maintenant une pleine réalité. Et on en est même aujourd'hui on pourra en débattre tout à l'heure, mais on en est presque même aujourd'hui à se dire que les choses vont arriver beaucoup plus vite encore qu'on ne pouvait l'imaginer. Et ça, c'est le grand mérite en revient, même si pas seulement. Mais on va dire que à l'initiative de tout ça, il y a évidemment les politiques, puisque ce sont eux qui, en général, impriment, on va dire, la voie à suivre. Ensuite, évidemment, il y a les constructeurs qui jouent un rôle essentiel et qui ont été extrêmement réactifs pour le coup et qui sont en train d'adapter complètement en fait leurs industries, leur mode de production pour répondre à l'attente. Et quand je parle d'attente, je parle surtout des normes environnementales qui sont, comme vous le savez, de plus en plus sévères. Voilà, alors après, je dirais de manière plus globale, aujourd'hui, on a effectivement différentes façons d'aller vers le green, on va dire. C'est vrai qu'il y a eu un parti pris clairement orienté vers l'électrique, le 100% électrique, on va dire. Hein. Bon, là encore, on pourra évidemment, bien sûr, y revenir. C'est un sujet passionnant. En fonction de la manière dont on le prend, on peut trouver ça extrêmement positif comme extrêmement négatif. Hein. C'est un petit peu la bouteille à l'encre parce que c'est vrai qu'il y a évidemment des avantages et des inconvénients à chaque technologie, l'électrique y compris. Il n'empêche que, de manière globale, on va dire, le virage qui a été pris, personnellement, je trouve, est quand même plutôt le bon. Même si moi, je plaide toujours, vous savez, quand on est très intégré au secteur et qu'on en connaît un peu tous les tenants et aboutissants, on sait très bien que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles sont présentées. Et il existe beaucoup de technologies. La personne hein, de Vichy nous en parlera tout à l'heure à propos de ce projet là, hydrogène avec les vélos que je trouve vraiment très intéressant. Donc oui, il existe beaucoup de technologies. Il n'y a pas que l'électrique qui puisse nous amener à la vertu absolue en matière de déplacement. Il n'empêche qu'il serait, je pense, effectivement tout à fait judicieux de continuer à mener de front justement toutes ces technologies. Donc, quand je dis ça, je pense, en dehors du 100% électrique, je pense surtout à l'hybride rechargeable, qui est très présent et qui est aujourd'hui la façon la plus rationnelle, on va dire, de rouler green. Là encore, on pourrait y revenir. Mais il y a aussi, bien sûr, l'hydrogène, hein, qui n'est plus une chimère maintenant. Hein. J'ai encore fait un essai récemment de la Toyota Mirai pour attester du fait que cette voiture existe, qu'elle roule et qu'elle est en vente, même si elle est aujourd'hui encore un peu chère, parce qu'évidemment, il s'en vend trop peu pour que son prix soit acceptable. Il y a aussi également dans le moteur thermique des choses encore extrêmement intéressantes, et notamment par rapport aux nouveaux carburants qui arrivent. Et là, je pense surtout à l'E85, qui en plus a le mérite d'être un produit partiellement produit en France, et donc une énergie quelque part très, très verte aussi, hein, issue de la biomasse. Donc voilà, il y a tout un aréopage, on va dire, de technologies qui sont pour le coup extrêmement vertueuses par différents points de vue. Et je trouve qu'il serait un peu dommage, effectivement, de se polariser uniquement sur le 100% électrique, même si c'est aujourd'hui, on ne peut pas le nier, le véritable virage qui a été pris par les politiques et qui est donc largement du coup suivi par les constructeurs, hein, puisque si vous avez suivi un petit peu l'actualité récente, moi-même je suis vraiment extrêmement surpris de la rapidité avec laquelle certains constructeurs sont en train de virer leur cutie, comme on dit, et pas des moindres, hein, puisque des marques comme Jaguar ont annoncé le passage au 100% électrique en 2025. Il y a Volvo et Mini, c'est pour 2030. Enfin, c'est demain. Voilà, c'est demain. Ce sont des marques qui aujourd'hui sont encore extrêmement liées à la technologie thermique et qui font ce pari, à la fois technologique, industriel et commercial, de se dire qu'elles vont réussir finalement elles vont réussir le switch, quoi, comme on dit, en si peu de temps, sans pour autant dégrader évidemment leur marge, ce qui reste quand même pour ces marques tout à fait essentiel. Donc voilà, il se passe quelque chose d'incroyable en ce moment dans le secteur automobile. Ça n'avait jamais été aussi vite, ça n'avait jamais été aussi révolutionnaire, on va dire. Et c'est ce qui rend évidemment le secteur encore plus passionnant qu'il ne l'a jamais été. Alors moi, je ne suis pas un nostalgique hein, de la voiture thermique. C'est vrai que parmi mes confrères,
il y a, on va dire, deux catégories. Hein. Il y a voilà, et d'ailleurs, un peu comme dans le public, du reste, hein, je pense, il y a les progressistes, hein, ceux qui voudraient qu'on jette demain matin tous les diesels, tous les moteurs thermiques, tout ce que vous voulez à la poubelle, et qu'on aille à fond vers le 100% électrique. Il y a les nostalgiques qui ne veulent pas lâcher leur gros V8, hein, mais bon, qui vont bien devoir se faire une raison. Ils n'auront pas le choix, ils auront malheureusement très rapidement la loi contre eux. Je pense que là, moi, il me semble que le bon point de vue, c'est d'être au milieu, donc de suivre quelque part l'évolution technologique. Ça, je crois que Ehsan pourra nous en parler beaucoup par rapport à Covoltis. Ça progresse très vite et ça va nous permettre, je pense, très rapidement d'atteindre, on va dire, un niveau de satisfaction au niveau des usagers qui nous permettra quelque part une révolution douce, hein, parce que personne n'a envie de partir en vacances en s'arrêtant 3 heures sur une aire d'autoroute pour recharger son véhicule, et ça peut-être 2 ou 3 fois en 1000 km. Donc ça, on l'a bien compris, les constructeurs le savent, les fabricants de batteries aussi. Et là encore, on assiste, il y a aussi des progrès énormes qui sont faits en matière de batterie actuellement, à une véritable révolution de ce côté-là. Et on va avoir très vite des choses qui vont arriver, des choses très réalistes qui vont nous permettre de rouler dans une électrique quasiment, je dirais, avec le niveau de confort et de rationalité qu'on a aujourd'hui avec le moteur thermique. Voilà. Lionel, vous me disiez dans la préparation, je vais reprendre vos propos, que ça va aussi avoir un impact sur la manière dont on achète, entre guillemets, ou on se dote de véhicules électriques. Alors, soit à titre individuel, soit dans une flotte, ou également, et on a des collectivités locales qui assistent et qui regarderont le replay, ça veut dire qu'il faut penser différemment également le fait de se doter de ces structures, pas forcément penser à acheter, compte tenu de l'évolution technologique Tout à extrêmement fait. rapide. Oui, oui, complètement. C'est un point que j'ai effectivement, merci. C'est un point que je n'ai pas abordé jusqu'à présent. Oui, c'est vrai que la conséquence de tout ça, on va dire, c'est qu'il y a une telle progression de la technologie et elle est tellement rapide qu'on est en train de s'acheminer, entre guillemets, vers une technologie qui évolue quasiment à la vitesse de nos portables ou de nos ordinateurs, et qui fait qu'il y a une espèce de un taux d'obsolescence, on va dire, extrêmement rapide sur les objets qu'on est censé pouvoir acquérir aujourd'hui et ce qu'ils vaudront demain, et notamment, et justement, effectivement, par rapport à la progression des batteries et des modes de recharge qui risquent de rendre extrêmement obsolètes très rapidement des véhicules qui n'auront peut-être que 2, 3, 4 ans. Alors d'abord, d'où une nécessité évidemment de recyclage qui sera extrêmement importante au niveau des batteries, mais surtout au niveau des consommateurs, effectivement, si c'est à ça que vous faites allusion, hein. Au niveau des consommateurs, il y aura, je dirais, encore plus encore demain qu'aujourd'hui, la nécessité peut-être de ne pas se porter acquéreur de ce type de véhicules, mais simplement de les prendre en location en se disant que dans 2 ans, vous aurez le même véhicule qui sera disponible avec peut-être 100 ou 200 km d'autonomie supplémentaire, et qui rendrait du coup le véhicule que vous auriez éventuellement acheté beaucoup plus difficile à vendre pour ces raisons-là. Donc, ça risque effectivement d'avoir un impact extrêmement important sur la façon de consommer l'automobile à l'avenir. Oui, tout à fait. Merci Lionel. Je vais donner la parole maintenant à Christophe Bon, Grattarola, désolé, de Bouygues Energy Services. Alors, Lionel nous a dépeint un panorama extrêmement enthousiasmant, hein, plein de dynamique, et je le remercie. On parle des véhicules, mais le véhicule électrique, quel qu'il soit, petit ou grand, dans une ville, ce n'est pas simplement un objet métallique et chimique qui bouge, c'est plein de choses autour de cela. Et Bouygues Energy Services, je crois que vous êtes un des opérateurs majeurs sur ces questions-là, qui fait demain que ça va évoluer dans une ville dite plus intelligente, plus connectée. Et donc, comment vous intégrez ces véhicules, cette mobilité, cette nouvelle forme de mobilité dans vos services, dans vos conceptions des villes de demain? alors, on est passé, on va dire, d'un modèle expérimental à un modèle maintenant un peu plus opérationnel, hein. Ce qu'on a évoqué juste avant en termes de vente de véhicules fait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une logique de service à grande échelle. Les infrastructures de recharge, pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, chez Bouygues Energy Services, nous, on opère à peu près 7000 points de charge publics que nous ont confiés les collectivités locales ou les entreprises qui sont accessibles au grand public, hein. Donc, ce sont des infrastructures qui offrent un niveau de service élevé et qui sont en général payantes pour l'utilisateur.
On travaille souvent sous forme de… comme on travaille souvent pour les collectivités, on travaille souvent sous la marque de ces collectivités, hein, que ce soit… Donc, chaque collectivité a déployé sa propre stratégie. Mais on peut constater quand même globalement que c'est un marché qui est en forte croissance. Hein. Évidemment, on a en général tous sa solution de recharge à la maison, mais on a besoin de solutions de recharge dans le domaine public. Et dans le domaine public, depuis maintenant 3 ans, on constate à peu près un doublement tous les ans du trafic sur les infrastructures. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment passé d'une infrastructure qui servait d'infrastructure de secours, on va dire, à une infrastructure qui est régulièrement utilisée par les utilisateurs de véhicules électriques. Et en particulier, on a un certain nombre de populations qui en ont besoin tous les jours. Hein. Si vous interviewez un taxi ou un livreur, il peut être amené à utiliser des infrastructures publiques tous les jours pour pouvoir obtenir l'autonomie dont il a besoin pour réaliser toute sa journée de travail. Donc, c'est un enjeu de niveau de service qui est très important. Donc, fort de ces 7000 points de charge et de ce grand nombre d'utilisateurs qui grossit progressivement, on a quelques retours d'expérience qui sont importants et qu'il faut vraiment prendre en compte très tôt maintenant parce que le marché est en train de grossir et plus on attend, plus ça va devenir difficile à corriger. Le premier sujet qu'on a pu tirer comme enseignement, c'est que l'emplacement, comme toute activité de service, est un élément clé. On a souvent déployé des infrastructures de recharge dans le passé en fonction des capacités réseau, dans un coin, dans un parking un peu isolé, etc. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne stratégie parce qu'il faut vraiment que ces infrastructures soient visibles des utilisateurs. Et il faut, pour cela, pour les mettre en visibilité, il faut les mettre en proximité des voies de grande circulation. Il faut les rendre visibles, donc soit par des panneaux d'information préalables, etc. Et il faut aussi adapter la durée de charge, enfin la puissance à la durée de charge. J'explique, tout à l'heure, on prenait l'exemple des autoroutes. Il est évident que mettre une borne de recharge normale ou même simplement rapide sur une autoroute est totalement inutile parce qu'on ne va pas rester 3 heures pour se charger. À l'inverse, il est totalement inutile dans un quartier résidentiel de mettre des bornes de charge rapide parce que la plupart du temps, le stationnement va durer 5-6 heures et un utilisateur n'a absolument pas envie, dans la nuit, par exemple, de revenir débrancher son véhicule. Et donc, il faut réfléchir en permanence solution de recharge avec le stationnement. Et ça, c'est un élément qui n'avait pas forcément été pris en compte dès le départ. Et donc, ça veut dire qu'il faut bien connaître la mobilité locale et c'est toute l'importance des collectivités dans ce domaine. Le deuxième point, c'est qu'on a affaire à un marché de masse. Donc, qui dit marché de masse, dit utilisateurs qui ne sont pas forcément très aguerris avec ces services. Et donc, il est essentiel d'avoir un service qui soit très simple d'utilisation et très simple à comprendre. Et un des points principaux de compréhension, c'est le tarif. On a souvent mis en place des politiques tarifaires, on va dire, issues du monde du stationnement, avec des règles extrêmement compliquées et qui perdent un peu en lisibilité pour les utilisateurs. Ce que veulent les utilisateurs, c'est rapidement pouvoir payer au kilowatt ou à la minute et avoir des mécanismes de plafond qui le rassurent pour ne pas payer non plus 200, 300 euros, comme ça a pu être fait par certains utilisateurs qui, n'ayant pas compris que s'ils restaient branchés toute la nuit, se retrouvaient avec des facturations exorbitantes. Donc, il est important d'avoir des politiques tarifaires simples et justes. Ça ne veut pas forcément dire pas cher, parce qu'aujourd'hui, on a aussi constaté qu'en augmentant les tarifs, on n'avait pas forcément de baisse de trafic. Un certain nombre de réseaux publics ont été déployés à une époque où finalement on était quasiment dans la gratuité ou dans des tarifs extrêmement bas et en réalité avec des tarifs qui ne sont pas, qui n'atteindront jamais l'équilibre, hein, parce que parfois moins cher que l'énergie qui est distribuée. Et donc les utilisateurs sont conscients qu'ils doivent payer ce service. Ils sont prêts à le payer plus cher que ce qu'ils veulent payer aujourd'hui. Ils ne veulent pas le payer plus cher qu'un plein d'essence, évidemment. Donc, il faut arriver à trouver le bon équilibre dans ce prix-là et il faut savoir aussi être intelligent dans la position de tarif entre des usagers occasionnels et des usagers réguliers comme le sont par exemple les taxis, les VTC, qui eux vont avoir besoin d'une approche d'un prix évidemment plus compétitif parce que s'ils ont choisi de s'équiper d'un véhicule électrique, ils ont besoin d'arriver à un prix kilomètre qui permet de faire tourner leur activité. Et puis le dernier point, qui est le point, à mon avis, le plus important dans lequel les utilisateurs nous attendent, c'est la qualité de service. Je pense qu'aujourd'hui, il y a
plusieurs articles qui ont pu sortir sur le niveau de qualité de service qui peut être très variable. On a eu aussi quelques déboires avec des réseaux nationaux qui se sont brutalement terminés et qui ont donné une image de marque relativement négative à cette activité. Et pour cela, le CERS, la FIREV et la VER, qui sont des associations spécialisées dans les solutions de mobilité électrique, ont travaillé ensemble pour mieux définir un cadre de travail en mettant en place, par exemple, une charte qualité pour pouvoir définir des niveaux de service indispensables à atteindre en termes de disponibilité des infrastructures, en termes de délai de résolution des problèmes, en termes d'information aux usagers aussi, hein, ce qui est très important. Une infrastructure soit en panne, c'est une chose, que l'usager le découvre en arrivant, c'en est une autre. Donc, il est important d'être transparent dans ce domaine-là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déployer ces chartes qui nécessitent évidemment qu'elles soient reprises dans les cahiers des charges des aménageurs, que ce soit des aménageurs privés ou publics, pour que les installateurs et les mainteneurs les anticipent dans leurs offres. Il est aussi important, à mon sens, le retour d'expérience qu'on peut voir dans d'autres pays et qu'on commence à voir en France, de favoriser des déploiements plutôt sous forme de stations que de points de charge isolés. Ça répond en termes de fiabilité à un niveau. On n'a pas fortement la disponibilité de l'infrastructure dès qu'il y a 4 points de charge. Alors que s'il n'y en avait qu'un seul, quand il est en panne, il n'y a plus aucun service. Lorsqu'il y en a 4, avant que les 4 soient en panne, il faudrait vraiment que la maintenance n'ait pas eu lieu pendant plusieurs semaines. Et donc, là, on retombe sur le premier sujet de la charte de qualité. Et surtout, le deuxième avantage de déployer des stations, c'est que ça accroît aussi la visibilité. Donc, un point que j'ai évoqué tout à l'heure. Et ça permet aussi de répondre à l'attente aux appréhensions des usagers. Finalement, un usager, lorsqu'il va sur une station, il veut s'en servir. S'il n'y a qu'un seul point de charge et qu'il y a 2 utilisateurs déjà devant lui, il sait qu'il en a pour une demi-heure d'attente minimum, même quand c'est des bandes rapides. Et quand c'est des bandes normales, si la bande est occupée, il ne peut pas attendre parce qu'il ne sait pas quand est-ce que la personne va revenir. En pratique, les gens restent 2-3 heures sur des bandes normales. Donc, il faut des stations pour que quand l'utilisateur se présente, il est à peu près sûr d'avoir des points de charge disponibles. Et donc, tout ça, c'est pour dire que voilà, on est dans un marché qui est en train d'être mature, où des acteurs comme nous, on a fait le choix d'être très transparent vis-à-vis de l'ensemble que ce soit avec des constructeurs automobiles, des constructeurs de bornes, et aussi avec nos collectivités, parce qu'on considère que c'est un marché où on est à la frontière de tout le monde. Donc, quelque part, on ne peut pas avoir raison contre les autres. Donc, on est vraiment dans un échange permanent dans ce domaine-là, et dans lequel les collectivités publiques ont un rôle majeur. Elles l'ont au travers des effets, des aspects réglementaires, légaux. La loi LOM qui est sortie l'année dernière et dont les décrets d'application se mettent en œuvre cette année renforce encore l'importance des collectivités. Par exemple, le fait de mettre en place un schéma directeur, de partager ce schéma directeur avec les entités privées pour avoir un aménagement cohérent est un élément important. Le fait d'avoir des primes d'investissement aujourd'hui est un élément essentiel, puisque aujourd'hui, le nombre de voitures ne permet pas de financer les infrastructures. Donc, que ce soit des primes directes, comme l'État les propose aujourd'hui pour les autorités, que ce soit des primes indirectes qui va devenir, ou par le financement de raccordement à 75% auprès des MEDIS. Tout cela, c'est des mécanismes indispensables qu'il faut faire perdurer pour que cette infrastructure soit mise en œuvre et maintenue en qualitative pendant les prochaines années, parce qu'on a encore une période de 3 à 4 ans, à mon avis, avant que le marché soit vraiment généralisé. Et puis, dernier point, il ne faut vraiment pas oublier nos utilisateurs. On parle d'utilisateurs, on va dire, le grand public, pour les infrastructures publiques, n'a pas forcément un usage très fort. Donc, à titre personnel, quand j'utilise une infrastructure publique, c'est peut-être 1 fois sur 100, enfin 2 fois ou 5 fois sur 100. À l'inverse, on a des opérateurs d'activités qui, eux, vont en avoir besoin de manière indispensable. J'ai parlé tout à l'heure des taxis, des VTC, mais il faut aussi penser à toutes les entreprises de livraison qui, aujourd'hui, vont avoir des camionnettes de taille intermédiaire, hein, qui vont transporter 3,5 tonnes, dont les autonomies sont beaucoup plus faibles que les voitures. Hein. C'est des véhicules qui, une fois chargés, ont une autonomie qui peut atteindre 100 km ou 150 km. Donc, ça veut dire qu'eux aussi ont vraiment besoin de se recharger tous les jours. Et puis,
Donc, il est important de dialoguer avec ces acteurs-là, parce que les collectivités vont se rendre compte qu'il y a vraiment des utilisateurs réguliers de ces infrastructures. On pense souvent que la voiture électrique, l'infrastructure de recharge à la maison, ça suffit. En réalité, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de métiers dans lesquels il nous faut des infrastructures publiques pour pouvoir réaliser ces métiers. Le son est coupé. Oui, merci beaucoup, M. Grattarola, d'autant plus que Bouygues Energies & Services, avec vos combien, 15 000 points de recharge aujourd'hui au total? Alors, on en a déployé à peu près 20 000 et on 20 000. en opère 7 000. Mm. On a aussi des projets d'expérimentation sur l'hydrogène avec des camions très lourds, hein, typiquement pour les activités de BTP. Mais c'est un autre. On est plutôt dans le programme de R&D dans ce domaine-là. Je pense que voilà, on est vraiment, comme on l'a dit de précédents intervenants, on est dans un marché qui est en train de grossir très vite et il faut rapidement atteindre le niveau de service que les usagers sont en droit d'attendre. Les taxis, enfin, dans un espace public dense, aujourd'hui, les plus gros rouleurs vont être les taxis, les VTC, les livreurs. Et ces gens-là, il faut vraiment leur fournir un service de recharge adapté à leurs besoins. Très bien, c'était très clair. Merci beaucoup. Et donc, vous êtes un allié précieux pour l'animation parce que vous parliez beaucoup des citoyens utilisateurs. Pascal Hureau, vous êtes maire adjoint à cette ville de Montrouge. D'ailleurs, j'avais une bonne partie de ma famille qui habitait très longtemps. Vous êtes un expert par ailleurs des mobilités urbaines, de l'urbanisme, du numérique. Bon, vous avez une vision assez transversale. Comment aujourd'hui vous avez conçu puis mis en place vos dispositifs de mobilité électrique? Pour qui l'avez-vous fait? Comment ça se passe aujourd'hui? Quel retour d'expérience? Et quels conseils vous pouvez donner à ceux qui vont vous écouter maintenant et un peu plus tard? Et surtout à d'autres communes peut-être qui nous écoutent. Oui, donc bonjour à tous. Effectivement, j'ai le plaisir à Montrouge d'avoir d'abord un hébergeant, un hôte de notre hôtel d'activité ici présent avec Covoltis, donc je le salue au passage. Et en fait, pour déjà introduire le sujet, nous avons en 2017-2018 eu à Montrouge une attitude, une politique volontariste. À savoir que c'est un peu comme la poule et l'œuf. Si vous voulez que les usagers, les consommateurs achètent un véhicule électrique, il était évident qu'il fallait les rassurer par la disponibilité d'une infrastructure disponible, visible sur la voie publique, sachant que je rappelle que notre responsabilité n'est que partielle dans ce qu'on va appeler la recharge, dans le sens où vous avez à peu près 85 à 90% des besoins qui sont en fait partagés entre l'habitat, les parkings souterrains et les employeurs, les parkings des sociétés. Donc la voirie, si vous voulez, ne représente qu'une partie de l'ordre de 10 à 15%. Et c'est vrai que dans cet objectif-là, il faut bien analyser les besoins. Nous avons de toute façon voulu prendre les choses en main dès le départ en se disant que c'était un moyen d'incitation tout à fait fort de mettre à disposition une infrastructure. Alors on a fait cela en 2018 avec effectivement la volonté d'abord de jouer sur des arguments tout à fait perceptibles maintenant, la qualité de l'air à améliorer, la réduction du bruit dans la ville, surtout que nous avons de plus en plus de grandes terrasses. Je crois que c'est tout à fait d'actualité de parler du plaisir des terrasses en ce moment, où il est quand même plus agréable de prendre un café avec une voiture électrique qui ne fait pas de bruit et qui vous passe à quelques mètres, plutôt que d'avoir des véhicules thermiques extrêmement bruyants. Et puis je rappelle à toutes les collectivités présentes que nous devons aussi envisager, enfin considérer l'environnement dans lequel on se situe. On a de plus en plus des zones à faible émission. Personne n'a encore parlé de cela, mais c'est important. Notamment en Île-de-France, où toute la partie intérieure de l'A86 va être concernée très très rapidement, puisque nous allons avoir d'ici 2030 une quasi-interdiction des véhicules thermiques à l'intérieur de ce cercle. Donc ça va effectivement contribuer beaucoup à l'incitation, outre les autres facteurs d'incitation dont on a un peu parlé déjà avec Lionel Robert tout à l'heure. Il y a également le fait que cette ZFE doit aussi être prise sous un angle un peu social et d'accompagnement des populations qui auront besoin de faire évoluer leur véhicule. D'où la question intéressante de l'autopartage, de la réduction du nombre de voitures au total. La place de la voiture dans la ville
doit aussi être considéré comme peut-être à questionner à long terme pour essayer de favoriser les transports en commun, de favoriser le vélo, on en a un peu parlé, mais surtout de favoriser le partage. Et le problème du covoiturage, c'est qu'il n'a pas vraiment décollé. Aujourd'hui, on a plutôt des chiffres décevants sur l'usage du covoiturage. Donc il y a encore beaucoup à faire, il y a beaucoup de chemin à faire pour re-questionner cette place de la voiture. Alors maintenant, sur un plan plus opérationnel, effectivement, on a mené cela avec une démarche projet tout à fait sérieuse. Et là, je voudrais quand même rappeler qu'il y a une grande tendance de fond, c'est qu'au départ, les villes qui donc ont la compétence pour se doter d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques étaient relativement démunies en termes de compétences internes au sein de leurs services. On est, si vous voulez, entre plusieurs mondes. Comme disait aussi Lionel Robert, on est dans une révolution aussi des métiers quelque part, où entre la voirie, le numérique, les gens qui s'occupaient de transition écologique, la police municipale pour gérer les incivilités qui font qu'il y a beaucoup trop de véhicules thermiques aujourd'hui qui occupent ces places de recharge, ou même, vous voyez, l'ensemble de l'aménagement urbain, il est important d'arriver à faire travailler les gens ensemble dans des projets qui savent tout à fait commencer par le point de départ. Donc le point de départ d'un projet, c'est obligatoirement de prendre en compte les besoins, les usages, le type de véhicule qui circule sur le territoire, les grands axes vis-à-vis des petits axes, les zones résidentielles par rapport aux zones d'activité. Et comme le disait M. Grattarola, effectivement, il faut bien considérer les bonnes implantations par rapport à ces usages. Donc effectivement, mettre de la charge rapide plutôt près des grands axes, mettre de la charge plutôt normale plutôt dans les zones résidentielles, mais même dans les zones résidentielles, faire le distinguo entre des grands immeubles qui n'ont pas d'équipement ou des zones pavillonnaires qui peuvent facilement installer une borne un petit peu individuelle dans leur jardin. Donc vous avez, en fonction, si vous voulez, de la nature du territoire, à mener une préétude. Et cette préétude doit conduire à un schéma d'implantation et à des décisions tout à fait bien orientées sur le bon choix des différents types de débit, de charge, de puissance et de technologies à adopter. Alors après, une fois que vous avez fait cette préétude, ces implantations, se faire accompagner dans le cadre d'une collectivité par un AMO capable justement de permettre d'apporter cette compétence complémentaire que les communes n'ont pas forcément dans leur service, me semble tout à fait indispensable. Je crois qu'on a déjà parlé un peu du service. La qualité de service fait partie de cette mise à jour du décret de 2017 sur la recharge qui vient de sortir là début mai, qui insiste énormément sur la fiabilité. Et là, dans notre expérience, je dois vraiment témoigner de deux phases. La première phase que nous avons vécue là depuis 2018 a été caractérisée par des interlocuteurs différents qui se coordonnaient pas vraiment bien, par des engagements de qualité de service insuffisants, par un pilotage surtout à distance pour vérifier que les stations et les bornes sont opérationnelles, qui était tout à fait insuffisant. Et maintenant, nous allons vers une seconde phase que je caractériserai par deux mots-clés, la fiabilisation, donc pour que les bornes soient tout à fait disponibles en permanence, avec de vrais engagements de qualité de service, et avec, je dirais, un deuxième mot-clé que j'appelle l'extension, puisque il faut, là encore, c'est la poule et l'œuf que j'évoquais tout à l'heure, montrer l'exemple et permettre à nos citoyens d'avoir véritablement une infrastructure tout à fait importante. Alors, pour cela, nous allons aller vers effectivement une prise en charge par un seul opérateur de l'ensemble des métiers. Je n'ai pas le temps de détailler tous les métiers qui interviennent, mais vous avez effectivement un seul interlocuteur qui prendra en charge l'ensemble des engagements et qui devrait pouvoir nous permettre de mettre une borne à maximum 5 minutes à pied de chaque citoyen, avec une répartition sur la ville, vous voyez, qui permet de mailler le territoire par des stations, effectivement, pas des bornes isolées, ça je suis d'accord, il faut mettre des stations en place, des stations qui vont avoir chacune, en général, 3 à 4 bornes. Voilà, donc pour pouvoir préciser un peu ça, cette démarche projet doit aussi se terminer par une bonne communication, une interopérabilité avec les moyens de paiement, ça je crois qu'on en parle, on a avec JREV un certain nombre d'expériences positives. Maintenant c'est vrai que ça évoluera dans le futur, hein, de plus en plus
pouvoir accepter la carte de crédit directement, de pouvoir avoir, comme chez Tesla, une reconnaissance du véhicule automatiquement, comme sur les superchargeurs. C'est quelque chose qui, dans l'avenir, devrait se généraliser pour éviter, enfin pour se libérer de toutes ces cartes que les gens devaient se doter, dont les gens devaient se doter. Enfin, après l'interopérabilité, quand vous lancez un projet, il faut penser au lancement opérationnel, c'est-à-dire la communication avec les citoyens, l'inauguration bien organisée, c'est un projet en soi, et dans le temps, outre la fiabilisation des bornes, bien faire attention à la lutte contre les incivilités. On a une expérience un peu négative des capteurs au sol, qui ne sont pas assez fiables ou qui se déclenchent trop, je dirais, de manière aléatoire. J'ai plus d'espoir dans la vidéo protection, vous voyez, la vidéo surveillance qui permet de regarder exactement ce qui peut se passer au niveau d'une station, et là d'orienter les forces de l'ordre, la police municipale en l'occurrence, vers une verbalisation équivalente au stationnement gênant, je le rappelle, hein, pour ceux qui nous écoutent. Voilà, je pense que j'ai à peu près écoulé mes 7 minutes, excusez-moi si je les ai un petit peu dépassées. Évidemment, extrêmement clair et très intéressant. On voit qu'il y a du recul, de l'expérience et puis une vision transversale, donc c'est évidemment très intéressant. J'ai une question au regard de ce que nous a évoqué M. Grattarola tout à l'heure sur la recharge des véhicules professionnels, les livreurs, les taxis, etc. Est-ce que dès le départ, vous les avez intégrés dans la conception, dans votre étude préalable, dans la mise en œuvre? Parce que ce pas des gens qui ont, surtout les livreurs, on le sait bien, ils ne peuvent pas attendre une demi-heure de se recharger, de faire la queue, etc. Comment avez-vous intégré ça? Comment avez-vous dialogué avec ces gens-là? Alors effectivement, nous avons non seulement avec les commerces de la ville un dialogue permanent qui nous a permis de revoir aussi tout le problème du stationnement et des places de livraison en particulier. C'est-à-dire que vous avez une interaction sur la voie publique qu'il faut partager entre les différents usagers, entre les personnes qui veulent se stationner tout simplement, les places de livraison, les places de recharge, sans parler des places handicap, etc. Donc c'est très très délicat et tout le monde veut avoir sa part de l'espace public et cet espace public doit être partagé. Donc il est important de bien dimensionner les choses pour ne pas faire, je dirais, pour ne pas bloquer des rues entières par des places qui interdiraient le stationnement, mais en même temps réfléchir à moyen et long terme à la place de la voiture dans la ville, comme je vous le disais tout à l'heure, où on va plutôt vers une réduction. Donc on va vers des rues piétonnes, on va vers des rues végétalisées, on va vers l'agriculture urbaine. À Montrouge, c'est un de nos axes. Et c'est vrai que dans cette perspective-là, c'est important de penser à la logistique du dernier kilomètre qui soit de plus en plus électrique, avec à terme des hubs, vous savez, de regroupement des plus gros camions. La difficulté que nous avons à Montrouge en particulier, c'est que nous sommes une ville très dense, sans avoir pu identifier aujourd'hui de foncier disponible pour pouvoir faire un tel hub. Car il faut pouvoir éloigner les camions de nos centres-villes et de pouvoir faire venir de ces différents hubs des plus petits véhicules électriques, des petites navettes, etc. Donc on est dans une phase, je dirais, de réflexion là-dessus, parce qu'on n'a pas le foncier pour le faire, donc c'est plutôt en mutualisation, en concertation avec d'autres communes voisines, que vraisemblablement dans l'avenir on y arrivera. D'accord. D'accord. Alors, on a la chance d'avoir également Vichy Communauté, hein. Donc, Montrouge est une agglomération de combien d'habitants, monsieur? Montrouge, c'est 50 000 habitants. 50 000 habitants. C'est à peu près équivalent, Vichy Communauté? C'est un petit peu plus, Un tout peut-être? petit peu plus, on Un peu est plus. sous les 100 000 habitants sur Vichy. Ouais, sur Vichy, voilà. Alors, donc on a entendu parler de l'expérience électrique, de la mobilité électrique sur le transport individuel ou voilà, de petits véhicules, sur la question des livreurs, des professionnels. Vous adressez, vous êtes un peu sur les extrêmes hein, à Vichy Communauté là-dessus en ce moment. Vous êtes à la fois sur les transports collectifs, mais également sur les vélos électriques. Je vous laisse la parole, monsieur, et encore une fois, merci à Vichy Communauté d'intervenir. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Oui, on est un petit peu entre les deux. J'ai entendu et j'ai écouté avec la plus grande attention. Monsieur Robert nous a expliqué comment tout à l'heure un individu réfléchissait pour acheter son nouveau véhicule, quelle énergie il allait choisir pour animer son moteur. Bon, une collectivité, c'est à peu près pareil. Simplement, il y a des petites spécificités. On se questionne aussi pour savoir quelle énergie on va utiliser, nous, dans une agglo, pour mouvoir les moteurs de nos autobus.
c'est pas complètement la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur Vichy, on s'est interrogé à partir de 2016. Pourquoi en 2016? Parce qu'on savait que 2 ans après, on allait devoir lancer un nouveau contrat, une délégation de service public pour exploiter notre réseau d'autobus. C'est un petit réseau, hein. On fait moins de 100 000 km par an et c'est une flotte de 17 bus. Simplement, en 2016, quand on se met autour de la table avec les élus pour écrire le cahier des charges, on se dit, dans 2 ans, on veut trouver une solution pour sortir du tout thermique et du tout mazout. On a 2 ans pour se préparer. On essaye de faire un peu le tour de l'art en la matière. On se dit que le gaz est intéressant, mais on a une flotte trop petite pour imaginer pouvoir financièrement assumer l'infrastructure de recharge. C'était plutôt à l'époque réservé à des flottes de 50 à 100 véhicules. Nous, on était à 17, ce n'était pas possible. Donc, on s'est tourné vers l'électrique et vers le tout électrique. La première chose qu'on a fait, c'est on s'est dit, on regarde ce que font les autres, on regarde ce qu'il existe ailleurs, et là, on s'est très, très vite aperçu qu'il y avait des initiatives qui étaient prises, mais qu'elles étaient simplement à l'état de test. On a des véhicules sur Paris, un peu à la RATP sur certaines lignes, et un petit peu sur Marseille, à l'état de test aussi. Le choix a été cornélien, parce que une petite structure comme la nôtre ne peut pas mettre en place des équipes avec des ingénieurs pour tester les choses, pour voir si elles fonctionnent avant de les mettre en place. On n'a pas les moyens de faire ça, non. Simplement, c'était assez clair pour nous. Soit on se décidait dès 2018 en prenant un peu d'avance, soit on laissait passer 8 ans et à ce moment-là, on prenait beaucoup de retard. Donc, on a décidé d'anticiper et d'y aller coûte que coûte. On a retenu des véhicules électriques. On en a acheté 4 sur la flotte de 17 bus. Et Monsieur Robert, tout à l'heure, j'entendais que le prix d'achat d'une voiture électrique était un argument, en tout cas un critère important dans le choix des individus. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Pour une collectivité, non, le coût d'un autobus n'est pas important. Pourquoi je vous dis ça? Une collectivité n'achète pas des bus. Une collectivité, elle achète un contrat sur 8, 9 ou 10 ans avec des gros opérateurs. Un contrat d'autobus, ça coûte cher, notamment parce qu'on paye beaucoup d'heures de conduite. Le coût d'un réseau de transport en commun, c'est d'abord des heures de conduite quasiment à 70%. Donc, les questions d'amortissement du parc des véhicules, ça représente très peu de choses. Donc, oui, aujourd'hui, un bus électrique coûte 3 fois plus cher qu'un bus thermique. Mais sur 8 ans, dans le cadre d'un contrat avec un gros opérateur, ça ne joue pas. En tout cas, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas le coût pour une collectivité qui doit présider à ce choix-là. Pour exemple, le réseau tout thermique avant 2018 coûtait à l'agglo et donc aux contribuables 3 millions d'euros. Il continue à coûter environ 3 millions d'euros alors qu'on est passé pour partie de la flotte au tout électrique. Quand on s'est lancé, donc on n'avait pas de retour d'expérience. Donc, en fait, on s'est lancé directement avec 4 bus électriques qui fonctionnent 7 jours sur 7 sans qu'on ait le moindre véhicule de remplacement. Donc, on s'est directement lancé dans la vraie vie. Parce que si on avait voulu attendre d'avoir des garanties, on serait toujours en train d'expertiser les choses. Est-ce que ça fonctionne ? Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le taux de disponibilité des bus électriques est tout à fait similaire aux autres véhicules. Ils sont en exploitation tous les jours du lundi au dimanche depuis 2 ans et ça fonctionne. Comme toutes les nouvelles énergies, il n'y a pas de problème avec un bus électrique en lui-même. Il n'y a pas de problème avec une borne de recharge. Il n'y a pas de problème avec un dépôt. Le problème qu'il peut y avoir, c'est de faire tout fonctionner ensemble. C'est ça, en gros, la difficulté. Quand
quand vous achetez un bus, il faut acheter une borne de recharge et il faut que les deux communiquent parfaitement. La filière est en train de se structurer et très honnêtement, au début, en 2018, ce n'était pas complètement fluide tout ça. Ça l'est beaucoup plus aujourd'hui. Et donc, j'invite tout le monde à se lancer parce qu'il n'y a qu'en testant que finalement, on voit que tout fonctionne. Au quotidien, est-ce que exploiter des bus électriques, ça coûte plus cher? Je suis incapable de vous répondre pour l'instant. Le vrai coût d'un bus, qu'il soit électrique ou thermique ou au gaz, le vrai coût, ça s'appelle le coût de possession. Et dans le coût de possession d'un autobus, il y a 4 choses. Le prix d'achat, je vous en ai parlé, c'est environ 2 ou 3 fois plus cher. Un bus classique, ça coûte 200 000 €. Un bus électrique avec les batteries, on est plutôt autour de 500 à 600 000 €. Mais il y a aussi ce que ça consomme. Donc évidemment, on dépense moins en énergie électrique qu'en carburant pour l'énergie. Troisième critère, l'entretien et la maintenance. Ce sont des véhicules qui sont encore sous garantie, donc on a très peu de recul là-dessus. Et puis quatrième chose, c'est le prix de revente du véhicule. Et là, M. Robert en parlait tout à l'heure. Que vaudront à la fin de notre contrat en 2026 ces autobus électriques que l'on a achetés en 2018? Je ne sais pas vous répondre. Pour autant, je comprends un particulier qui va hésiter sur une technologie en se disant mais peut-être que ma voiture individuelle ne vaudra plus rien dans 2 ans. Une collectivité, elle ne peut pas se permettre de faire ça. Quand une collectivité s'engage, c'est sur 8 ans ou 12 ans avec un opérateur. Donc, on est obligé de faire des paris et d'exploiter le meilleur au moment où on a à se décider. Parce que sinon, le train passe et c'est toujours les autres qui se lancent à notre place. Monsieur Hureau, j'entendais tout à l'heure les retours sur la ville et sur la population. Est-ce que la fréquentation de notre réseau d'autobus a augmenté depuis qu'on est passé avec des véhicules tout électriques? Je vous réponds sincèrement, non, pas particulièrement. Non, pas particulièrement. Les gens qui sont à bord, les conducteurs qui sont derrière le volant sont extrêmement contents. Il n'y a plus de vibration, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'odeur. Donc, pour rien au monde, ils ne voudraient revenir à du thermique. En revanche, à qui profite réellement l'exploitation de cette nouvelle énergie? C'est à la ville en elle-même. Avant, quand un bus thermique passait dans une rue, les gens s'arrêtaient de parler parce qu'ils ne s'entendaient plus. On ne pouvait pas téléphoner à côté. Ils étaient en apnée parce que ça pouvait sentir mauvais. Ce n'est plus du tout le cas maintenant en centre-ville. Le bus est devenu l'ami de tout le monde. Et qu'aujourd'hui, quand on est passant, quand on est commerçant, quand on est piéton, on n'est plus dérangé par l'autobus. Et ça, c'est fondamental. Quoi dire d'autre sur notre expérience? Évidemment, notre objectif est de monter en puissance et d'arriver le plus rapidement possible à avoir de plus en plus de bus électriques ou autres dans notre flotte. Mais très honnêtement, c'est des engagements qu'on doit avoir en début de contrat. Nous, notre contrat, c'est 8 ans. Il va être compliqué de demander à notre opérateur comment dirais-je, de renouveler sa flotte en partie en milieu de contrat parce qu'il y a des jeux d'amortissement derrière. Et donc, si j'ai un conseil à donner aux collectivités, c'est lancez-vous fort, lancez-vous loin, soyez ambitieux dès le départ. Sinon, après, ça complique un petit peu les choses. Voilà, écoutez… C'est très clair, Monsieur Carletti. Pardon ? C'est très clair, c'est très concret en même temps.
Vous parlez des questions de santé. J'en profite pour rebondir sur une question de Philippe Damy, une remarque de Philippe Damy, auquel M. Hureau a répondu dans le chat. Philippe Damy, qui est un ancien directeur général d'ARS, Centre Val-de-Loire, donc il sait de quoi il parle quand il parle de santé, Agence régionale de santé, ARS. Hein. Donc je vais lire la question de Philippe qui porte sur… il est évident que l'électrique sera un facteur favorisant la santé des populations, moteur moins polluant, moindre bruit. Dans la construction des politiques publiques des municipalités et des Comcom, est-ce que la composante santé a-t-elle été intégrée dans cette construction? Point d'interrogation. Monsieur Hureau a fort aimablement répondu que effectivement, il y a 40 000 morts prématurées dues à la mauvaise qualité de l'air. Il y a aussi des morts, je rajouterais, liées à la pollution sonore, hein, qui est un facteur de plus en plus intégré dans les politiques de santé publique. Cela a été complètement intégré dans notre réflexion pour définir notre politique de mobilité électrique. Monsieur Carlotti, à l'instant, vous vouliez parler de la respiration difficile des gens à côté des anciens bus. Vichy Communauté, vous l'avez intégré. Et est-ce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas justement aussi intégrer dans l'équation économique globale du dispositif autour de la mobilité électrique? Si, vous avez tout à fait raison. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, on a des bus électriques qu'on s'en suffit. Si on veut véritablement être vertueux, il faut aussi qu'on pense à d'où vient l'électricité qu'on utilise pour alimenter ces bornes qui alimentent elles-mêmes les véhicules. Donc, on est en train de réfléchir à une sorte d'autonomie de production et on voit dans quelle mesure on ne pourrait pas équiper notre dépôt de bus en couverture photovoltaïque pour être en mesure de produire nous-mêmes l'électricité. Donc, on travaille là-dessus. On travaille aussi sur l'hydrogène parce que qu'est-ce qui est pas… Enfin, cette technologie, je ne suis pas un expert, hein, mais on sait qu'aujourd'hui, on est en mesure de faire fonctionner un moteur électrique en produisant de la vapeur d'eau. C'est quand même ultra ambitieux. C'est une filière qui est naissante, l'hydrogène. On la teste sur le vélo. Je vous invite à venir nous voir. Et voilà, donc… Est-ce que la logique de santé est prise en considération? Bien sûr, c'est notre entrée. Quand on veut faire fonctionner un réseau d'autobus, il n'y a pas 50 choses à faire. Il faut soit que les gens viennent vers le bus parce que ça coûte moins cher, soit parce que c'est plus rapide, soit parce que l'empreinte carbone est plus intéressante que l'automobile particulière. Encore une fois, sur Vinci, on ne fait pas la guerre à l'auto. Sur Vichy, on fait la guerre à une utilisation, on va dire, inconsidérée de la voiture. C'est tout. Merci beaucoup pour votre réponse. Je prendrai la question d'une petite collectivité de Haute-Savoie, du Combloux, hein, Françoise Jacquier, que je connais par ailleurs, hein, qui nous a posé une question sur à qui je peux m'adresser lorsque je suis une petite collectivité. Mais avant de répondre, je vais donner la parole à notre partenaire, Covoltis, et son président, fondateur, Ehsan Emami. Alors, Ehsan, je te connais depuis très longtemps, tu as un parcours d'innovation permanente. Et il y a quelques années, j'ai vu que tu t'étais dirigé assez naturellement, bon, en tant que ta formation d'ingénieur, de grand ingénieur, t'a conduit vers ces sujets-là. Peut-être une rapide présentation de Covoltis, qui était en plein développement, en plein succès, et qui intègre un sujet qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, toutes ces voitures, demain, à partir de 2030, plus de voitures thermiques, des voitures électriques partout, c'est beaucoup de ponctions sur le réseau, puis des fois, des batteries pleines à craquer, j'allais dire, et un réseau qui peut peiner parfois dans la collectivité. Donc, je crois que tu es parti de là pour construire quelque chose qui est maintenant primé de nombreuses fois en France et peut-être demain à l'international. Je te laisse la parole. C'est gentil. Ben, écoute, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'expérience de l'utilisateur et quand une nouvelle technologie arrive, on se pose tous la question de savoir comment est-ce que cette technologie va remplacer ce qui était là présent jusqu'à maintenant, à savoir la voiture thermique. Il y a eu deux phénomènes qui ont fait quand même qu'il y a une vraie accélération. Un peu malgré eux, les gens de Volkswagen et le Dieselgate ont accéléré l'adoption de véhicules électriques, parce qu'il y a une prise de conscience des gens ils ont vu qu'il valait mieux aller vers le plus propre. Puis un autre phénomène, c'est le Covid-19,
qui a fait que pendant les mois de confinement, les gens ont vu qu'on pouvait avoir encore de nos jours dans nos villes des ciels bleus et l'air respirable. Et c'est vrai que quand, fin 2018, début 2019, je réfléchissais au sujet autour des véhicules électriques et des problématiques de recharge, je prenais un peu le problème aussi sous l'angle du stockage, parce que auparavant, j'avais travaillé donc quelques années autour des énergies renouvelables. Et quand on parle d'énergie renouvelable, on parle de mix énergétique des renouvelables dans la production d'électricité. Et on sait que l'énergie renouvelable, on ne la maîtrise pas vraiment à 100%. Bon, s'agissant des barrages, c'est relativement facile, si on peut dire. Il faut quand même avoir les régions adaptées pour, et puis quand même de la pluie quand il faut dans l'année. Mais le vent et le solaire sont un peu statistiquement dans l'année, on maîtrise, mais d'un jour à l'autre, d'une heure à la suivante, on n'est pas maître de ce qui se passe. Un gros nuage dans le ciel et puis l'énergie renouvelable, sa production baisse et il faut savoir compenser. Aujourd'hui, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il faut savoir que l'électricité, c'est quelque chose qui est difficile à stocker. Bon, on connaît tous les batteries, bien sûr, on connaît les barrages qui peuvent servir de stockage. Il y a pas mal de mécanismes qui existent, mais il faut globalement que ce qui est produit soit consommé. Si à un moment donné, la production dépasse la consommation ou la production n'est pas suffisante, le réseau électrique devient instable et il y a de vrais problèmes. En fait, tout un réseau peut tomber, par exemple, pendant les nuits froides d'hiver, quand tout le monde allume ses chauffages parce qu'il fait froid partout en France. Et donc, c'est en réfléchissant à ce sujet que j'ai assisté à une réunion. Alors, Lionel connaît l'histoire parce que j'en ai déjà parlé. J'ai assisté à une réunion qui était organisée par AVER à l'initiative d'amis et de mes anciens patrons à l'époque quand j'étais dans les télécoms, où le directeur d'EDF Guadeloupe était invité. Et la Guadeloupe étant une île isolée, cette problématique de pourcentage d'énergie renouvelable est réelle. Et il disait que, premier point, que globalement, ils arrivaient à un maximum de parts de renouvelables avec 30% de production. Et deuxième chose, quand demain, il y aura beaucoup de véhicules électriques, ils ne savaient pas comment le réseau pouvait résister, pouvait répondre finalement si les véhicules étaient amenés à charger en même temps. Il y a un exemple qu'il faut garder à l'esprit pour bien comprendre le problème, c'est les ballons d'eau chaude. On a beaucoup de gens en France qui ont des ballons d'eau chaude électriques à la maison. Globalement, il y a 20 millions de ballons d'eau chaude en France et ces ballons d'eau chaude commencent à fonctionner avec un signal qui vient du réseau. Alors, le signal n'arrive pas chez tout le monde en même temps, mais globalement, entre 22h et minuit, les ballons d'eau chaude démarrent. Et quand les ballons d'eau chaude démarrent, en réalité, ce qui est jusque-là considéré comme étant une heure creuse de consommation devient l'équivalent d'une heure pleine. Et EDF relance des tranches de réacteurs nucléaires pour être capable de répondre aux besoins qui est exprimé. Et il y a un autre chiffre aussi qu'on peut garder à l'esprit. Il y a des études qui sont sorties de RTE, de Enedis qui disent on sera fourni d'électricité pour les 40 millions de véhicules électriques à horizon 2040 en France, si tant est que les cycles de recharge soient faits de manière intelligente. Et si on fait un calcul, parce qu'il y a pas mal de statistiques qui existent, on sait globalement combien de kilomètres les gens roulent sur 24 heures, quelle est la consommation en kilowattheure pour 100 km parcourus. Donc, on peut estimer que demain, avec l'ensemble du parc qui serait électrifié, on serait à peu près à une augmentation de 15% de la production d'électricité. Et 15%, ce n'est pas énorme au regard de ce qu'on est capable de faire. Mais ces 15% ne seront jamais répartis de manière égale sur les 24 heures. Il y aura des phénomènes où des gens vont arriver tous en même temps à la maison, voudront peut-être charger, ou arriveront tous au bureau, voudront charger. Les lendemains de week-end où on est parti en déplacement, on voudra charger davantage. Avant de partir en vacances, on voudra charger davantage. Ouais, ce sont ces éléments-là qui m'ont amené à essayer de créer, avec l'équipe de Covoltis, des solutions qui, en réalité, vont répondre aux problèmes actuels, mais surtout futurs, parce que beaucoup de bornes ont été installées ces 10 dernières années, pas beaucoup dans l'absolu, mais au regard des véhicules quand même, il y a eu pas mal d'avancées qui ont été faites, et on ne se posait pas tellement la question des puissances à mettre en place au niveau des bornes, sauf peut-être au niveau des bornes superchargeurs, parce que là, il fallait avoir une grosse puissance disponible. Mais s'agissant d'un parking classique d'immeuble d'habitation ou d'immeuble de bureau, on a des bornes installées, les véhicules qui arrivent à des moments différents, avec des besoins différents. Et on a aussi le phénomène de la maison individuelle. Beaucoup de gens aujourd'hui se contentent d'une petite prise de 130 volts chez eux parce que finalement, ils s'en contentent et ils arrivent sur une dizaine d'heures à charger leur Renault Zoé.
Mais un élément qui va changer beaucoup notre vie, c'est que les véhicules électriques vont embarquer de plus en plus de capacité de batterie. Les batteries vont vers une densification. Aujourd'hui, un véhicule embarque 50 kWh. Pour les plus, je dirais, aboutis, 90 ou 100 kWh. Mais demain, ce qui va changer notre vie, c'est quand les véhicules vont embarquer peut-être jusqu'à 200 kWh de batterie et que ces 200 kWh de batterie nous permettront de faire 1000 km sans s'arrêter ou en s'arrêtant juste pour faire un arrêt rapide pour déjeuner, repartir, mais ne pas passer une demi-heure, voire même plusieurs heures, parce que les aires d'autoroute seront noires de monde, sont déjà noires de monde pendant les départs en vacances. Il sera très difficile de satisfaire tout le monde avec des superchargeurs sur les routes de départ en vacances. Donc, la grande révolution arrivera, tout le monde sera converti à l'électrique quand les véhicules auront une autonomie beaucoup plus importante. Mais qui dit autonomie importante, dit aussi des batteries de grande capacité, et la prise de 130 volts chez soi ne suffira plus. Donc, dès aujourd'hui, il faut imaginer ce que seront les réseaux de recharge de demain. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, quand on installe des réseaux, par exemple, au niveau de l'habitation, on essaie nos bornes, en fait, sont systématiquement prévues pour être en triphasé, 22 kW s'il le faut, et idem pour les immeubles collectifs. Et on se bat un peu contre l'idée qu'on se contente de réseaux de faible dimension, parce qu'on se dit finalement, aujourd'hui, ça suffit, et demain, ça suffira. Non, parce que demain, ça ne suffira pas. Et là où est-ce qu'on charge d'habitude les véhicules? C'est là où les véhicules sont arrêtés, on a le temps. D'ailleurs, il faut un autre élément à garder à l'esprit, c'est que même si on équipe demain des stations-service dans les villes de superchargeurs, il n'est pas conseillé d'utiliser très souvent les superchargeurs. On abîme les batteries des véhicules. Il vaut mieux charger à petite puissance sur une plus longue durée que de vouloir absolument pousser des centaines de kilowatts de puissance dans le véhicule et vouloir absolument partir au bout d'une demi-heure. Et donc, chez Covoltis, on a essayé de prendre le problème à plusieurs étages. On a déjà d'abord pris le cas de la maison individuelle. On s'est dit que la maison individuelle, le problème pour l'utilisateur, le problème est toujours simple. L'utilisateur veut un véhicule rempli. Globalement, il dit « je veux 30 kWh » et il veut partir à un moment donné, le matin pour aller au bureau, le soir pour aller dîner. En tout cas, il précise son ordre de départ, il sait ce qu'il veut faire avec son véhicule. Et le souci qu'il y a, c'est que le réseau électrique de la maison dessert la maison et dessert le véhicule électrique. Et si on est amené à augmenter la puissance de chargement des véhicules, très naturellement, le véhicule va faire disjoncter le réseau de la maison. Il faut se dire que le véhicule électrique, en termes de puissance, même en monophasé, peut très facilement être l'élément le plus puissant de la maison. L'élément le plus puissant qu'on utilise aujourd'hui, en général, c'est des fours, c'est pour faire de la cuisine. Mais là, on est à peut-être 2 kW de puissance, maximum 3 kW, 16 ampères. Un véhicule électrique peut monter facilement à 32 ampères en monophasé, donc 7,4 kW dans les maisons en courant monophasé. Si on est en courant triphasé, il y a des maisons en France, des grandes maisons qui existent, qui sont équipées en triphasé, mais il n'y a pas que la France. La moitié des pays d'Europe, les habitations sont équipées en triphasé. Donc, là, notre objectif a été d'apporter une solution. C'est en fait un module qu'on a introduit, qu'on a baptisé le commuteur, qu'on installe dans le tableau électrique, qui mesure la puissance consommée en instantané par la maison, qui est aussi connecté au réseau via le réseau CPL et l'Internet de la maison, à qui on donne comme information la puissance souscrite par la maison. Et donc, le module fait des calculs de différence, connaît la puissance restante disponible et transmet cet élément de disponibilité, quand l'élément est amené à changer, à la borne de recharge qui est également connectée en courant porteur en ligne, l'ensemble sur un réseau passant par le câble électrique. Donc, la borne de recharge peut ajuster automatiquement sa puissance pour ne jamais risquer de disjonction au niveau de la maison. Mais chose intéressante, c'est que quand vous rentrez à la maison à 18 h, en pratique, vous pouvez vous dire non, je ne vais pas charger mon véhicule parce que je risque de disjoncter. Si vous êtes capable de charger, ne serait-ce que la partie restante disponible, vous avez au moins une satisfaction de pouvoir commencer la charge tout de suite. Donc ça, c'est un phénomène au niveau de la maison. Bien sûr, il y a toujours de la durée à considérer, il y a la puissance de la maison. On ne peut pas changer tout le réseau, mais au moins, vous êtes capable de dire je charge en toute tranquillité. Après, il y a l'autre phénomène qui va être encore plus difficile dans les années à venir, sont des parkings de bornes de recharge. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de parkings où on a installé des bornes de 4 bornes jusqu'à 13 bornes aujourd'hui pour le plus grand parking où on a installé une borne. Quand demain, il y aura pour toutes ces bornes sur un parking qui sera en fonctionnement, si on essaie de donner les 22 kW en question à tout le monde, c'est sûr que les puissances en amont ne résisteront pas.
Mais il s'avère que les gens n'ont pas les mêmes besoins. Il y en a qui veulent partir plus tôt, d'autres qui veulent partir plus tard. Il y en a qui ont exprimé qu'on a besoin en nombre de kilowattheures d'une quantité d'énergie plus importante, ou ceux finalement qui veulent juste mettre des 10 kilowattheures qui leur manquent pour remplir leur batterie. Donc, ce qu'on a développé pour répondre à cette problématique, c'est un algorithme qui prend en entrée les besoins des clients, donc heure de départ et quantité d'énergie, mais également le prix d'achat de l'électricité. Ce qui fait qu'on est capable, donc on utilise des techniques d'intelligence artificielle et de réseaux de neurones, on envoie finalement à chaque borne de recharge un programme de charge qui fait varier la puissance des bornes par des tranches de 1/4 d'heure. Alors aujourd'hui, on a choisi 1/4 d'heure parce qu'on a voulu faire dans la finesse, mais dans l'absolu, il faut se dire un programme de charge que la borne va télécharger, qu'on va lui pousser en fait, et de sorte que chaque personne obtienne satisfaction, qu'au moment où la personne veut partir, qu'il ait obtenu les kilowattheures qu'il a souhaité avoir. Et l'algorithme est dynamique, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui arrive dans un parking. Un véhicule peut arriver, un autre peut partir, on réoptimise finalement la répartition de charge et on renvoie un nouveau programme. Avec une limite quand même dans l'exercice, c'est que, bon, on n'est pas des magiciens à la fin, c'est que si la puissance disponible et l'énergie disponible sur plusieurs heures finalement est insuffisante au regard de ce que les gens peuvent demander, le énième véhicule, quand il arrivera, s'il demande une quantité d'énergie et une heure de départ, on lui dira, il faut la quantité demandée, vous devez partir au plus tôt à telle heure, de sorte qu'il sache quand même qu'il y a un genre de contrat qui soit passé entre nous et l'utilisateur, qui ne soit pas insatisfait. Donc, cette deuxième partie est en cours de développement et la première partie est déjà développée et disponible. Et puis, je parlais de prix d'achat d'électricité. Le réseau électrique aujourd'hui, quand on achète de l'énergie chez des fournisseurs d'électricité, le tarif est très simpliste. Vous avez les heures pleines et les heures creuses, en général 2 tarifs, mais ce tarif est amené à évoluer parce qu'on va de plus en plus vers un système tarifaire où on pourra avoir des tarifs par heure. En réalité, quand vous êtes fournisseur d'énergie et que vous achetez de l'énergie sur le marché spot, vous avez déjà accès à des tarifs d'énergie horaire. Et il s'avère que ce tarif d'électricité horaire traduit très directement l'abondance de l'électricité venant des producteurs. Quand, par exemple, on assiste sur une semaine donnée à des régimes de vente très importants sur l'Europe, les éoliennes tournent à plein régime, il y a une surproduction d'électricité éolienne et donc le tarif du kilowattheure, du mégawattheure en l'occurrence dans ce cas précis, baisse. Ce qui fait qu'on a tout intérêt à pouvoir avoir un aspect achat dynamique et automatique. Et l'algorithme développé permettra de faire ça. Ça veut dire que demain, quand on aura des tarifs d'achat horaires, l'algorithme déplacera les puissances qu'on affecte au véhicule le plus possible sur les créneaux où le tarif est bas. Et en faisant ça, en fait, on participe indirectement, ou même presque directement, à l'équilibrage du réseau électrique, puisque finalement, c'est quoi le problème de l'équilibrage? C'est de pouvoir proposer une production quand les gens en ont besoin. Et il s'avère que si le tarif baisse, c'est qu'il y a abondance, et nous, on serait capable de déplacer la consommation là où ça sera le plus opportun pour l'utilisateur parce que le tarif va baisser. Donc, on va faire bénéficier l'utilisateur d'un tarif plus intéressant et pour nous aussi, forcément, au milieu, on aura quelque chose à ponctionner sur le passage. Et chose intéressante aussi, c'est que tout à l'heure, je parlais de la réflexion qui est partie d'éléments liés au stockage d'électricité. Je parlais de 50 kWh d'une Renault Zoé, par exemple, 52 d'une Renault Zoé ou de 90 ou de 100 kWh des plus gros véhicules électriques. Il faut se dire que ces sommes de batterie, ces capacités de batterie disponibles, 90% du temps ne roulent pas. C'est le propre même des véhicules. La plupart du temps, les véhicules sont arrêtés où? À la maison, au bureau. Et une des idées qui existe depuis une douzaine d'années, c'est de dire comment faire en sorte que ces batteries puissent être utilisées aussi comme point de stockage et point de stockage tampon pour le réseau électrique. Il y a des projets qui ont été développés, par exemple, c'est de mettre au pied des centrales solaires ou éoliennes des conteneurs remplis de batteries, de sorte que ces conteneurs jouent le rôle d'un tampon entre la production et la consommation. En fait, le gestionnaire de réseau dit aux producteurs d'électricité, je veux que votre production soit régulier, soit avec une courbe de production qui soit assez flat. Donc, qu'est-ce que fait le producteur? Il installe lui-même des moyens de stockage. Mais en fait, on peut très bien avoir ces moyens de stockage qui soient décentralisés, éparpillés dans la nature, sous la forme de véhicules électriques, embarquant des sommes de batterie importantes, sachant que il y a ce principe que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle le véhicule to grid ou V2G, V2G.
consiste à dire, je prends les batteries des véhicules, je ponctionne un peu d'énergie, je le remets sur le réseau. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais une fois qu'on dit que le principe technique est maîtrisable, il y a deux éléments très importants qu'il faut réussir à dépasser. Et il y a une question. Oui. Continue, Essan. On va venir aux questions après. Continue. Non, pardon. Encore Il y a deux phénomènes, deux éléments très importants en fait à résoudre. Premier point, c'est l'élément technique de la durée de vie des batteries. Parce qu'en réalité, les batteries des véhicules ont une durée de vie qui sont données en général, quasiment tous les constructeurs font pareil, 160 000 km et 8 ans. Donc, et le constructeur dit, moi je vous garantis, si vous restez dans la limite de ces deux chiffres, que vous aurez à la fin de ces deux chiffres 70% de la capacité de départ. Et il craignait il y a quelques années que ces phénomènes de charge et décharge plus importantes que normales entraînent un vieillissement prématuré des batteries. Il s'avère que depuis 2017, il y a eu des études qui ont été réalisées. Alors, les premières études de ce genre ont été faites par l'Université de Hawaï, donc ça fait un peu rêver par le nom. En tous les cas, les études en question ont conclu que si les cycles de charge et décharge pour le V2G sont faits de manière bien réfléchie, sans trop tirer en termes de puissance et sans trop tirer également en termes d'énergie qu'on va vider et remettre, on peut même contribuer à améliorer la durée de vie des batteries. Donc, on peut considérer que si les choses sont bien faites, ce problème est résolu. D'ailleurs, le constructeur français, donc Renault en tête, est très actif dans ce domaine et il est prévu a priori que d'ici fin 2023 à début 2024, il y aurait le premier véhicule compatible V2G qui serait sur le marché. Deuxième point, et là ça touche plutôt au porte-monnaie de nos chers… oui. Ah, pardon. En fait, c'est au niveau de ce qui est de la tarification. C'est que si on veut que le V2G réussisse, il faut que le tarif de vente de l'électricité soit supérieur au tarif d'achat. Il faut qu'on puisse dire à l'utilisateur, je te prends quelques kilowattheures et je te le remets, mais tu gagneras de l'argent au milieu. Et pour ça, il faut que le coût de transport de l'électricité soit faible quand il s'agit de faire du V2G. Parce que finalement, le courant qui sort du véhicule, il est par défaut consommé par la maison, mais si ce n'est pas consommé par la maison même, c'est consommé par le voisin. On ne va jamais emprunter les réseaux moyenne tension, haute tension. Donc, il faut que le coût de transport, ça s'appelle la TURP au niveau du transporteur national, soit complètement révisé pour que le tarif de transport sur la boucle locale soit considéré comme quasi zéro. Et ce jour-là, le V2G pourra avoir l'œuvre. Merci Essan. Toujours aussi passionné et compétent, ça fait plaisir. Je vais prendre deux questions. Alors, merci à Pascal Hureau, de maire adjoint à Montrouge, qui prend le temps de répondre très précisément aux questions, mais je vais lui demander d'ailleurs de répondre à une des deux questions. La première, c'est Françoise Jacquier de la ville de Combloux, en Haute-Savoie. Françoise Jacquier disait tellement qu'on a une petite commune, quelques milliers d'habitants à Combloux, comment doit-on faire? Alors, comment devons-nous faire? Alors, je vais poser la question à Christophe Grattarola, parce qu'on voit bien que les sujets sont très intégrés. Il y a la question évidemment des véhicules, des bornes, de la gestion du réseau, du smart grid, puisque c'est un petit peu ça qu'on évoque aussi. Alors, pour les petites communes, ce n'est pas facile tout cela. Est-ce que ça veut dire que demain, seules les grandes collectivités locales pourront avoir la chance d'avoir de l'air un peu moins pollué sur leur territoire? Non, absolument pas. Aujourd'hui, l'essentiel des réseaux d'ailleurs en France ont été déployés plutôt dans les zones rurales au travers des syndicats d'énergie, parce que c'est eux qui ont eu les premières primes, on va dire, d'investissement. Donc, souvent, les communes de petite taille sont rattachées à un syndicat d'énergie. Il suffit de mettre en place un contrat cadre. Mais quand on n'est pas adhérent à un syndicat d'énergie ou que ce syndicat n'avance pas dans ce domaine-là, il est tout à fait possible d'opérer des contrats directs avec des opérateurs. J'en ai un certain nombre de communes en direct. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises, par nature, sont des petits clients pour nous. C'est-à-dire que quand une entreprise veut s'équiper d'une infrastructure qu'elle rend accessible à des usagers, comme par exemple des hôtels, ou des centres commerciaux, souvent, ils n'ont besoin que de 2-3 points de charge ou 4 points de charge. Donc, on est exactement dans la même logique que pour une collectivité, une petite collectivité qui souhaiterait fournir un service auprès de ses usagers. Moi-même, j'habite dans une commune de 5000 habitants et elle est équipée de 4 points de charge. Donc, on est maintenant sur un marché de masse. La grande différence, à mon sens, pour les collectivités de petite taille, c'est que le trafic va être
difficile à atteindre pour pouvoir financer cette infrastructure. Et donc, on trouvera moins d'entreprises, on va dire, qui vont venir dans une mode concessive en apportant le cash nécessaire à cet investissement. Mais les collectivités peuvent très bien prendre le relais. Et la seule chose que je recommande auprès de ces collectivités-là, c'est d'installer ces infrastructures non pas sur la place de la mairie ou de l'église, mais à proximité des restaurants, des hôtels, voire du centre sportif, enfin, de réfléchir à des zones de transit, entre guillemets, local, parce que c'est rarement les habitants de la ville qui vont s'en servir, parce que eux, souvent dans ces petites communes, ils ont leur propre parking. Et puis, il y a une exception, c'est qu'il faut, pour toutes les communes, il faut réfléchir en effet, ce qu'a dit M. Hureau, aux solutions de recharge dans les parkings, quand ils sont gérés par, et souvent dans les petites communes, les parkings sont gérés par les collectivités en direct, hein, ils ont rarement des opérateurs de type Amigo et autres à qui ils ont délégué l'opération. Et donc là, oui, il faut aussi penser à fournir ce service de recharge, parce que des gens qui n'ont pas de parking, qui habitent dans un immeuble, même très ancien, enfin, les centres-bourgs, même dans les petits villages, n'ont pas forcément d'aménagement de parking individualisé. Et donc, il faut aussi prévoir des solutions de recharge lentes ou dans ces parkings pour ces usagers. Bon, Monsieur Grattarola, Monsieur Ehsan, vous m'autorisez à donner vos coordonnées à Françoise Jacquier de la ville de Combloux? Je pense que vous serez précieux. Voilà. Très bien. Puis, sachant qu'elle sait se Avec rapprocher. plaisir, avec plaisir. Et je pense que justement, ce que dit M. Grattarola, c'est tout à fait juste. C'est vrai qu'il faut que les bandes soient installées là où les bandes seront utilisées. Et il faut savoir aussi qu'on a encore aujourd'hui, heureusement, des subventions assez importantes quand les bandes sont accessibles au public, qu'ils soient sur parking privé ou parking public, et qu'il faut en profiter. Je ne sais pas s'il y aura prolongement des modes actuels. C'est vrai que l'objectif qui avait été fixé n'a pas été atteint dans le nombre de bandes. J'espère que, comme le disait M. Grattarola, que les régimes d'aide seront prolongés parce que c'est indispensable. C'est vrai que ça présente après des effets d'aubaine globalement pour certains acteurs, mais sans ces aides, le marché n'aurait pas démarré comme il a démarré aujourd'hui. D'accord. Et vous savez, dans vos registres respectifs, aider les collectivités locales à trouver des subventions adaptées. Bien sûr. En fait, il y a oui, juste pour dire pour ce demande, il y a plusieurs types de subventions, mais la partie qu'on maîtrise le plus et qu'on utilise tous les jours sont des subventions attribuées par un organisme qui s'appelle Advenir, qui est géré indirectement par l'AVEA, la Société de mobilité électrique. Et ce sont des fonds qui viennent des certificats d'économie d'énergie, avec un système qui est défini en pourcentage du montant de l'investissement, donc bornes, travaux, etc. Et plus la borne est partagée, plus le niveau de subvention augmente. L'idée est que globalement, par exemple, même pour des appartements d'habitation, il y a des subventions. Et le maximum, c'est justement quand la borne est accessible au public, et c'est forcément le cas de collectivité. Bon, François Jacquier nous remercie, vous remercie. Voilà, elle saura vous contacter. Une question de Cécile Vernudaki de DMS Avocat. Je crois qu'elle a son associé Arnold Devève qui est spécialisé dans les smart cities, smart grid et autres. Et la question qu'il vous pose, et vous avez répondu, je vais vous laisser répondre à nouveau, c'est est-ce que ça change quelque chose à la manière dont une collectivité locale doit envisager son achat de services ou de prestations ou de biens? Voilà, Monsieur Hureau, Oui, maire adjoint. excusez-moi si je répète un peu ce que tout le monde a pu lire dans l'échange chat, c'est qu'en fait, il n'y a pas spécialement de nouveaux types d'appels d'offres ou de types de marché. Il y a simplement à distinguer en fait ce qui relève des prestations liées à tout ce qui est le matériel et sa supervision, à savoir la fourniture, la pose, l'installation, la maintenance. Il ne faut surtout pas oublier la maintenance, tout ce qui relève de la supervision en temps réel. Bon, ça, c'est effectivement un premier grand volet. Le deuxième grand volet, c'est tout ce qui est service. J'ai parlé de préétudes pour justement bien optimiser les implantations tout à l'heure. Ça peut faire partie d'un contrat de service séparé en amont de tout le reste. Et je dirais, après l'installation et la pose, c'est bien entendu pour que cela fonctionne dans l'exploitation, il faut absolument penser à un marché
relatifs au système d'information. C'est là où on retrouvera d'ailleurs la valeur ajoutée de Covoltis, par exemple, c'est-à-dire de pouvoir gérer les transactions, de pouvoir faire communiquer la borne avec un système d'information central. Et ça, là, je dirais que la qualité des offres est extrêmement variée. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas le prix qui doit être déterminant. J'en profite pour dénoncer les critères parfois un petit peu exagérés, qui est de mettre le prix comme critère à 50% de la décision. Non, surtout pas. Surtout pas sur un marché évolutif comme celui-là, naissant. Il faut que le prix ne dépasse pas, à mon avis, 40%. Alors, ça fait le lien, ce que vous dites, avec une préoccupation qu'on voit dans l'éclairage public, avec les contrats de performance, les CPE, les contrats de performance énergétique, qui vont sur 10-12 ans. Euh, euh, Souvent, le remplacement des LED par des lampes au sodium, on voit bien, c'est un engagement 10-12 ans, un contrat entre la collectivité locale et l'opérateur. Est-ce que vous pensez que demain, il y aura des contrats de performance en mobilité qui fait que, compte tenu de toutes les technologies qui évoluent, des principes qui évoluent en permanence, finalement, la collectivité va devoir se réfugier vers une façon différente d'engager cette gestion dans le temps, avec un déport de responsabilité rémunéré vers les opérateurs, en quelque sorte, un déport de risque rémunéré. Est-ce que vous pensez qu'on va vers cela? Et je reprends ainsi la question de DMS Avocat tout à l'heure. Finalement, on peut avoir dans les années qui viennent ce genre de configuration très différente. Oui, on va vers vraiment le fait d'insister sur la qualité de service à l'intérieur des contrats ou dans leur renouvellement, suite à ce qui vient de paraître début mai, qui met à jour le décret de 2017, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on va vers vraiment une attention toute particulière à la fiabilité, à la qualité de service, à la disponibilité, vous voyez, de haute disponibilité, un peu comme en informatique. Et là, c'est important de vraiment avoir ça en tête, et je pense que c'est une bonne nouvelle. Très bien, c'est très clair. Monsieur Sandro Carletti, donc, de la Vigie Communauté, vous voulez prendre la parole. Je vous laisse la parole, monsieur Carletti. Micro, Prenez micro. votre micro. Micro. Je voulais juste réagir tout à l'heure au discours tenu par monsieur Emami sur le recyclage des batteries pour les autobus. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est évidemment une question importante, tout le monde se la pose, mais sachez par exemple que lorsqu'une batterie d'autobus n'est plus en mesure de faire son travail correctement, pour autant, elle est encore capable de stocker de l'énergie. Alors, plus assez pour faire fonctionner un autobus correctement, mais elle peut servir à plein d'autres choses, et notamment à du stockage. On a plusieurs constructeurs d'autobus électriques aujourd'hui partout sur la planète, et il y a deux façons de faire un autobus électrique. Il y a soit les constructeurs qui savent faire des autobus thermiques depuis longtemps, qui changent le moteur thermique et qui le remplacent par un moteur électrique. Et puis, il y en a d'autres qui savent plutôt faire une batterie et qui essayent de construire un autobus autour. C'est par exemple le cas de Bolloré en France. Ben, un Bolloré, alors je ne fais pas de la pub à Bolloré, mais il se trouve que c'est cette marque qu'on a retenue sur Vichy, un Bolloré, depuis très longtemps, dans les pays en voie de développement, il recycle ses batteries des véhicules personnels, enfin, les véhicules Bolloré qui étaient sur Paris, ils sont plus ou ils sont moins, mais n'empêche que les batteries aujourd'hui, elles servent partout sur la planète parce qu'elles ont encore un pouvoir important de stockage. Et c'est aujourd'hui une des filières de recyclage. Merci pour ces précisions. Et ça revient à une question de Philippe Damy, hein. Alors, mon associé ancien DG d'ARS qui réinsiste sur la question de la santé avec une vision responsable et qui va jusqu'en aval, hein, jusqu'au recyclage de tous ces matériaux. Et c'est là la filière hydrogène que Claudio Arena a évoqué tout à l'heure a de l'importance parce que c'est des mécanismes qui sont extrêmement vertueux. Alors on parle d'hydrogène vert, hein, pas d'hydrogène carboné, hein, d'hydrogène décarboné. Et donc ça, c'est vraiment une filière très intéressante d'infrastructures de production d'hydrogène. Ce n'est pas neutre pour une collectivité locale, Monsieur Hureau, voilà, et vous-même, Monsieur Carletti. C'est-à-dire que les centrales de production d'hydrogène, on ne peut pas en avoir une ville de 2000 ou 3000 habitants, par exemple. Il faut, là, pour le coup, s'organiser sur l'intercommunalité. Est-ce que je vois une tête qui, très favorablement, opine du chef, Monsieur Hureau, je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, hein?
C'est bien ça, et je fais un parallèle aussi avec les stations d'avitaillement de GNV, vous savez, le gaz naturel, qui va aussi être une technologie tout à fait concurrente possible de l'hydrogène sur les gros autocars, les gros poids lourds. Bon, pas sur les véhicules légers, hein, je ne veux pas revenir là-dessus parce que ça nous entraînerait longtemps sur une explication de l'efficience comparée entre ces technologies, mais en ce qui concerne les gros poids lourds, oui, tout à fait. Le GNV comme l'hydrogène nécessite des gros hubs, hein, des grosses stations qui coûtent plus d'1 million d'euros chacune à construire. C'est clairement pas du tout adapté aux véhicules légers. Par contre, c'est adapté à ce type de véhicules beaucoup plus lourds. Et bien entendu, en périphérie de grandes agglomérations en général, pour pouvoir justement accueillir ces différents types de véhicules sur les grands axes sans les faire rentrer dans les centres-villes. D'accord. Monsieur Carletti voulait intervenir, allez-y. Après, vous avez effectivement raison, Monsieur Hureau, c'est une technologie qui est très intéressante sur les gros véhicules, mais c'est une filière qui se développe et il faut faire feu de tout bois. La communication est importante. Il faut que le public puisse s'approprier et connaître cette technologie, l'essayer d'une façon ou d'une autre, parce qu'aujourd'hui, les gens essayent à chaque fois qu'on leur fait une proposition. Ils essayent toujours, ils se font leur avis, mais ils essayent. Donc oui, l'hydrogène sur les gros véhicules. Pour autant, nous, on s'est lancé sur le vélo. Pourquoi? Pour que les gens puissent voir qu'on est capable d'alimenter un moteur électrique avec de l'eau et de l'oxygène. Donc, bien sûr que l'objectif n'est pas que de travailler sur les vélos, mais de développer une filière pour que les gens y viennent, que ça se structure et que demain, les voitures et les poids lourds et les autocars puissent rouler à cette énergie. Donc, il faut aussi que le public soit convaincu, soit sensibilisé et participer au développement d'une filière hydrogène. Ben, c'est par exemple ce qu'on essaye de faire à Vichy avec nos moyens, essayer de faire entrer en contact le public avec cette technologie. On ira tous faire un tour en vélo. Si Franck, pardon, si tu peux juste me permettre de dire 2 mots sur l'hydrogène. Je pense que il faut bien garder à l'esprit qu'aujourd'hui, il y a plus de 95% plus de la production d'hydrogène qui vient d'hydrocraquage de méthane. Et je pense que bon, l'industrie pétrolière n'est pas étrangère à beaucoup enfin, ils essaient quand même d'exister à travers l'hydrogène dans les années à venir. Il faut vraiment, je pense, garder ce point-là à l'esprit. Et aussi se dire que la production d'hydrogène verte coûte très cher et d'un point de vue efficacité énergétique n'est pas efficace. Ce qui fait que si on prend vraiment l'équation économique, on se rend compte qu'il faudra beaucoup de progrès. Il faudra beaucoup de progrès pour que on puisse faire de l'énergie verte à moindre coût de manière efficace. Bon, j'espère qu'on y arrivera. Il faut se dire que les piles à combustible, qui sont aussi un des éléments de la chaîne en fait, de l'utilisation de l'hydrogène, existent depuis l'époque des Apollo, des premiers voyages vers la Lune, etc. Donc, des dizaines d'années sont passées et le problème reste le même. Et même en parlant de la pile à combustible, il y a des éléments chimiques, des éléments qui sont des terres rares, des choses qu'il faut recycler. Donc, voilà, c'est pas… Parce que c'est-à-dire qu'au moment de la combustion, l'hydrogène est parfaite, mais il y a toute la chaîne amont qui posera toujours pendant des années pas mal de problèmes. Merci Essane, c'est important. Alors, il nous reste 2 minutes et je respecte systématiquement nos horaires par respect pour nos interlocuteurs. Monsieur Grattarola, merci beaucoup. Je crois qu'il y a un mot qui a été l'expérience utilisateur, la qualité du service, sur lequel vous avez beaucoup insisté. Je crois que ça a été un fil conducteur très très fort dans ce qu'on a entendu, hein, au-delà des questions technologiques et techniques. Et on voit bien que c'est un axe de progrès de ce dispositif. Merci à vous d'en avoir parlé. Je reviens maintenant vers Lionel Robert. Lionel, le petit mot de la fin, vous journaliste, Écoutez, c'était très intéressant. Hein, c'était très intéressant. Évidemment, il y avait beaucoup de sujets que je ne maîtrisais pas du tout qui ont été abordés, notamment ceux des collectivités. Hein. Moi, c'est évidemment pas exactement là où j'œuvre principalement. Non, je voudrais juste commenter 2-3 petites choses. Effectivement, je rejoins Essane là, par rapport
à l'hydrogène. Oui, c'est vrai que voilà, l'hydrogène, la technologie hydrogène est véritablement quelque chose qui est bien maîtrisé aujourd'hui. Et la preuve, cette fameuse Toyota Mirai dont je parlais en préambule en témoigne. Effectivement, le vrai souci aujourd'hui, c'est la production et la distribution de ce fameux carburant. Et comme le disait San, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est principalement à 95% donc par vaporeformage, pardon, donc d'origine carbone, ce qui n'est évidemment pas l'idéal, et que le réseau de distribution aujourd'hui se limite quand même à 6 stations en France susceptibles de cracher du 700 bars, comme on dit. Donc ça reste effectivement tout à fait embryonnaire, même si j'avoue qu'à l'usage, c'est absolument, c'est juste extrêmement enthousiasmant à la conduite, puisque quelque part, c'est finalement la voiture électrique parfaite, puisque celle-là, elle ne fait pas de bruit, elle apporte le plaisir de conduire d'une automobile électrique et qu'on va à la station et qu'en 5 minutes, je l'ai testé moi-même, en 5 minutes, on refait le plein de sa voiture et on repart. Donc, j'avoue que là, c'est juste le rêve absolu. Mais voilà, il va falloir encore que ça progresse encore un peu, effectivement, en matière de production d'hydrogène. Non, je voulais juste, moi, en guise de conclusion, peut-être citer les résultats d'une étude qui a été réalisée très récemment par la Fédération européenne des transports et de l'environnement, qui affirme qu'en Europe, un véhicule électrique émet 63% de CO2 de moins que son équivalent thermique dans tout son cycle de vie. Et même dans le pire scénario, c'est-à-dire lorsqu'on prend une batterie qui est produite en Chine, par exemple, et qu'elle est utilisée en Pologne, là c'est le pire du pire, puisque l'énergie provient du charbon quasiment exclusivement, eh bien un VE rejette encore 22% de CO2 en moins qu'une voiture thermique. Donc c'est pour dire que, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre l'électrique encore aujourd'hui, mais il va falloir quand même qu'ils se résolvent à l'idée que malheureusement, c'est quand même aujourd'hui la façon la plus vertueuse de conduire, même si effectivement, il y a encore beaucoup de choses à résoudre, notamment en matière de recyclage de batteries, comme l'a évoqué notamment Ehsan pendant le webinaire. Une chose encore, effectivement, de dire que oui, le V2G, moi j'y crois beaucoup, parce que même si aujourd'hui ça reste tout à fait embryonnaire, ça va arriver très très vite, et effectivement, ça nous vient d'ailleurs, c'est une idée qui nous vient à l'origine du Japon. Je m'entretenais moi ce matin avec le président de Mitsubishi France, qui le rappelait justement en disant que cette idée du V2G est surtout née à la suite de la catastrophe de Fukushima, où on s'est rendu compte que les hôpitaux avaient beaucoup besoin d'énergie et que souvent au Japon, il y a beaucoup de coupures d'électricité qui interviennent, et que ce principe le fait que les voitures puissent rendre de l'énergie effectivement à des établissements publics comme les hôpitaux pouvait être de grande utilité. Et c'est un peu de là qu'est partie finalement cette volonté effectivement de développer cette technologie qui, je pense, va émerger très très rapidement sur le continent européen. Voilà, et vous dire enfin, et juste pour conclure, que tous ceux qui s'inquiètent je dirais, du manque d'attrait de l'automobile électrique en matière de conduite doivent se rassurer. Les dernières automobiles que j'ai pu avoir la chance d'essayer, qui étaient donc des 100% électriques, m'ont vraiment enthousiasmé à la conduite. Le plaisir est vraiment là. Et voilà, que les nostalgiques du thermique se rassurent, le plaisir pourra continuer de perdurer en matière automobile, même avec du 100% VE. Bon, écoutez, merci beaucoup Lionel. Alors, merci à tous les intervenants. Monsieur Grattarola, vous aviez levé la main, je suis désolé, j'essaie de respecter strictement l'horaire. Monsieur Carlotti également. Toute l'équipe de Diagonale, alors, avec Dorothée Debos qui m'a aidé à l'organiser, nous vous remercions. Covoltis, notre partenaire, toujours aussi intéressant, passionnant et plein dans l'innovation et la prospective. Merci encore à Ehsan Emami, son président fondateur. Merci. Nous sommes au cœur des sujets avec Diagonale sur les questions de santé, les questions d'eau, d'eau et dans la diversité et la pluralité de ces sujets. Maintenant, l'énergie, on est ravis, et puis on a eu vraiment des intervenants. On vous donnera leurs coordonnées à chacun. Et moi, un petit merci à la mairie de Montrouge, comme disait M. Hureau, qui nous accueille dans la pépinière d'entreprise. Donc, encore merci. Je vous en prie. À très bientôt. À très bientôt. Nous ferons certainement des choses en physique. La ville de Montrouge, qui a une belle place maintenant en plus. Une très belle terrasse. Voilà, on ira vous voir assez prochainement pour faire des choses en physique, et tout le monde l'appelle de ses voeux. À très bientôt. Merci beaucoup à tous les intervenants. Un replay sera diffusé. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Voilà.